La première fois que j'ai compris que quelque chose se cassait, ce n'était pas une dispute. C'était pire. C'était une douceur trop bien repassée. Dans la vallée de la Loire, l'hiver a une façon particulière de s'installer. Il ne tombe pas, il s'assied. Il s'assied sur les pelouses, sur les pierres blondes, sur les allées de gravier qui crissent comme des secrets. Mon petit château, on dit manoir quand on veut être modeste, garde sur ses épaules 3 siècles d'histoire, et dans le parc, le vieux chêne veille comme un juge silencieux. Depuis la mort de mon mari, il y a 8 ans, je vis avec des bruits minuscules. Le tic-tac de la pendule du salon vert, le souffle de la cheminée, la porcelaine qui se pose doucement, et parfois la rumeur d'une famille qui ne sait plus s'aimer. Je m'appelle Françoise, j'ai 75 ans. Généreusement on dit que j'ai bon pied, bon œil. Réalistement, je sais que mon corps me rappelle l'ordre. Un genou capricieux, une fatigue qui vient plus tôt le soir. Mais ma tête est encore un couteau bien aiguisé. Je lis, je compte, je classe, je me souviens. Je me souviens surtout de ce que les gens pensent pouvoir me faire oublier. Tout a commencé un mardi banal, trop clair pour être innocent. Jean est arrivé en début d'après-midi avec cette odeur de voiture chauffée et de réussite pressée. Mon fils est né. 50 ans passés, des mains toujours propres, des phrases toujours prêtes. Il m'a embrassé sur le front comme on signe un reçu, puis il a fait un geste vers la bibliothèque. « Maman, tu as encore remis les factures n'importe où. » Tu sais, ça m'inquiète. Je me suis raidie parce que je savais. Je savais que les factures étaient à leur place, dans le tiroir du bas, classées par trimestre, comme depuis 30 ans. Mais je n'ai rien dit, j'ai regardé sa bouche. J'ai cherché le mensonge avant même qu'il ne sorte. Claire est arrivée 1 heure plus tard. Ma fille, elle porte la même beauté que moi, mais comme un bijou trop serré. Cela brille et cela blesse. Elle a posé son sac sur la table de la salle à manger, celle que personne n'utilise en dehors des fêtes. Et elle a dit, sans me regarder, « On a eu Maître Béraud au téléphone. Il dit qu'à ton âge, il faut anticiper. » Anticiper. Le mot avait la texture d'un drap d'hôpital. Je me suis servi un thé lentement pour gagner quelques secondes pour écouter ce qui, dans leur silence, insistait déjà. Ils ont commencé à parler de protection, de sécurité, de démarche. Et puis, comme une épingle glissée dans du velours, le mot est tombé. Tutelle. Je n'ai pas sursauté. Je ne leur ai pas offert ce plaisir. Mais à l'intérieur, j'ai senti une fissure se former, nette, irréversible. La tutelle, ce n'est pas un simple papier. C'est une porte qu'on ferme sur une vie. C'est l'idée que votre signature n'a plus le même poids, que votre volonté devient une suggestion. On ne dit pas que tu es incapable, maman, a murmuré Claire avec ce ton qui fait semblant d'être tendre. On dit juste que parfois tu oublies, tu répètes. Et puis, tu es seule ici, seule, ici. Comme si ce château m'avait abandonnée, comme si les murs, eux, ne m'avaient pas tenu debout quand eux étaient partis vivre ailleurs. Je connais leur technique. On empile les petites inquiétudes comme des assiettes sales jusqu'à vous faire croire que vous êtes un désordre. Jean a sorti son téléphone. Il a montré une page déjà prête, déjà ouverte. On a pris rendez-vous avec un gériatre. Juste un bilan, un test cognitif. C'est routinier, comme si ma dignité était un contrôle technique. Je les ai regardés l'un après l'autre et j'ai soudain vu ce que je n'avais pas voulu voir jusque-là. Pas l'inquiétude, non, l'impatience. Une impatience bien habillée. Celle qu'on porte quand on attend que la clé passe enfin dans la main du bon héritier. Le château n'était plus dans leurs yeux un foyer, mais un dossier. Je pensais à l'allée du parc, aux chênes, à ces racines qui ne demandent jamais la permission. J'ai pensé aussi aux photos dans le corridor. Jean enfant, Claire adolescente, Lucie, la dernière, encore petite, qui riait sans calculer. Lucie, elle n'était pas là. Lucie travaille, Lucie compte ses heures, Lucie s'excuse toujours de ne pas être assez. Et pourtant, c'est elle qui m'appelle pour me demander si j'ai mangé. J'ai laissé un silence s'installer, long, suffisamment long pour qu'il s'y entende respirer. Bien sûr, ai-je dit enfin, avec le calme le plus poli du monde. Faites ce que vous jugez utile. Ils se sont détendus. C'était visible. Ils ont cru gagner. Ils ont cru que je pliais. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je venais de les laisser entrer dans mon théâtre. Parce qu'à cet instant précis,
J'ai décidé de ne pas me défendre comme une vieille femme qu'on accuse, mais d'attaquer comme une mère qui voit enfin la vérité de ses enfants. Et sous l'ombre du chêne, le jugement commençait. Ils sont repartis ce soir-là avec la satisfaction tranquille des gens qui croient avoir fait le nécessaire. Jean a tapoté mon épaule comme on encourage une patiente. Claire a remis en place un coussin du salon, geste absurde, presque maternel, comme si elle voulait se persuader qu'elle n'était pas en train de me déposséder. Puis la porte a claqué et le château a retrouvé son vrai bruit. Le feu qui avale le bois, le vent qui s'accroche au volet et, au loin, la Loire qui passe sans demander d'autorisation. Je me suis assise à mon secrétaire, celui qui porte encore l'empreinte de la main de mon mari sur le cuir, et j'ai ouvert mon carnet d'adresses. Il y a des noms qu'on garde pour les grandes occasions, les baptêmes, les enterrements et les trahisons. Maître Lefebvre a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix avait ce grain de papier ancien qui rassure. Un avocat de l'ancienne école. Pas de grands effets, pas de colère affichée, juste des phrases nettes, comme des lignes sur un acte notarié. Françoise, dites-moi, je n'ai pas raconté avec des sanglots. Je n'en avais pas. J'ai raconté comme on décrit une scène de crime. Les mots utilisés, l'heure, le regard, le rendez-vous avec le gériatre. Ce terme « tutelle » lâché comme une laisse. Un silence au bout du fil, puis il a soufflé, doucement. Ils savent ce qu'ils font, et ils vont vite, si vous ne reprenez pas la main. Reprendre la main, oui, pas seulement sur mes biens, sur mon histoire. Le lendemain, j'ai commencé mon rôle. Cela a d'abord été de minuscules failles, volontairement visibles. J'ai laissé le sucre à côté des tasses, au lieu de le poser sur le plateau. J'ai demandé 2 fois la même chose à la gouvernante. J'ai feint de chercher mes lunettes alors qu'elles étaient sur mon nez. C'est un art étrange, la fausse fragilité. Il faut la doser. Trop, et on vous enferme. Pas assez, et on vous surveille sans agir. Jean a rappelé, inquiet, mais avec dans la voix cette note de soulagement. Enfin, la preuve. Maman, tu vois, c'est pour ton bien, pour mon bien, je l'ai laissé dire. Je me suis même surprise à hocher la tête, comme une actrice qui accepte la direction du metteur en scène. Maître Lefebvre, lui, a posé le cadre, froidement, précisément. Il m'a expliqué les lignes invisibles. Tant qu'aucune mesure de protection juridique n'est prononcée par un juge, tant que je suis réputée capable, ma volonté vaut loi, mes signatures valent force. Et surtout, une demande de tutelle s'appuie souvent sur des certificats médicaux, des témoignages, un dossier qui se construit comme une toile d'araignée. Il fallait les laisser tisser, mais choisir où ils se colleraient. Vous allez annoncer que vous entrez en résidence, a-t-il dit. Une maison de retraite haut de gamme, médicalisée, ça les rassurera. Et vous, cela vous donnera un alibi, une distance, un lieu pour observer. Observer, voilà le mot. Nous avons choisi un établissement à Tours, un de ces endroits qui sentent la cire et la lavande, où l'on appelle les pensionnaires madame, même quand elles n'entendent plus. On y sert des repas impeccables, des sourires calibrés, et on vend surtout une chose, la tranquillité aux familles. Jean et Claire ont adoré l'idée. Ils ont même proposé de s'occuper des papiers. « On va prendre les choses en main, maman, a dit Claire. J'ai eu envie de rire. Et j'ai gardé mon visage vide. J'ai laissé l'émotion sortir autrement, dans le détail. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé le chêne dans le parc. Sa silhouette noire sur le ciel d'hiver semblait dire « Tiens-toi droite ». Le jour où j'ai remis les clés du château à Jean, j'ai senti le métal froid glisser dans sa paume, comme une promesse empoisonnée. Il a souri. Claire a soupiré, soulagée. Il croyait ouvrir une porte. Il n'imaginait pas que je venais, moi, de refermer un piège. Avant de monter dans la voiture qui m'emmenait en sécurité, je me suis tournée vers eux. J'ai pris l'air flou, doux, presque enfantin. Vous me direz si je dois signer quelque chose, j'oublie parfois. Jean a répondu trop vite. Ne t'inquiète pas, maman, on s'occupe de tout. Et dans le reflet de la vitre, j'ai vu mon propre regard, lucide, glacé, parfaitement vivant. Parce qu'au fond, ce n'était pas une fuite. C'était une entrée en scène. Et Maître Lefebvre tenait déjà, quelque part, le premier acte de mon dossier, prêt à surgir au bon moment, comme une lame cachée dans une nappe brodée. La résidence de Tours avait des couloirs trop propres, des lumières trop blanches, et cette politesse légèrement sucrée qui finit par donner la nausée.
On y marchait comme dans un musée du temps qui passe. Les pas feutrés, les portes qui se referment sans bruit, les rires rares. Et pourtant, j'y ai trouvé exactement ce que je cherchais, un décor où l'on me croyait diminuée, donc inoffensive. Je me suis appliquée à être la vieille dame idéale, celle qu'on plaint avec facilité. Je mélangeais parfois les prénoms, je laissais ma phrase s'éteindre au milieu. Je regardais dans le vide au moment précis où l'on attendait une réponse. Les aides-soignantes échangeaient des regards. Les médecins notaient. Jean et Claire, eux, venaient moins souvent. Mais quand ils venaient, ils me parlaient plus fort, plus lentement, comme on parle à une porte. « Ça va, maman? Tu te sens bien ici? Tu es en sécurité, tu sais. » Je hochais la tête et je souriais, un sourire qui disait « Merci, mes enfants, merci de votre bonté. » Ils ne se doutaient pas qu'en parallèle, tout était en place. Maître Lefebvre avait insisté sur un point. Observer ne suffisait pas. Il fallait des preuves, pas des impressions, pas des « je le sens », des faits. Or, les faits dans les familles ne se montrent jamais en plein jour. Ils se glissent dans les gestes qu'on croit invisibles. L'installation des caméras avait été la chose la plus simple et la plus obscène. Jean avait lui-même proposé, avec ce faux air moderne et attentionné, « Maman, on va mettre des capteurs pour ta sécurité, un système de télésuivi. Comme ça, si tu tombes, on est alerté. » Il avait prononcé « ta sécurité » avec une tendresse impeccable, mais ses yeux, eux, étaient déjà dans le château. Les techniciens sont venus, ils ont posé de petits boîtiers discrets, un dans l'entrée, un dans le grand salon, un dans le couloir des chambres. Rien de spectaculaire, rien qui crie « surveillance ». Tout ce que la société moderne accepte volontiers au nom du bien, sans s'interroger sur le mal. Le soir même où Jean et Claire ont récupéré les clés, la première image est apparue sur l'écran que Maître Lefebvre m'avait fait parvenir, dans une enveloppe neutre, un accès sécurisé, un mot de passe, une fenêtre ouverte sur ma propre maison, comme si j'étais devenue le fantôme de moi-même. J'ai attendu 2 jours. 2 jours où il ne s'est rien passé, sinon des allées et venues, des portes ouvertes, la gouvernante qu'on congédiait pour simplifier, des cartons qu'on montait au grenier. Puis, un matin, l'intrusion a eu lieu. Ils sont arrivés avec un homme en manteau gris, une femme au chignon tendu et un carnet noir qu'elle tenait comme un scalpel. Le commissaire-priseur, sans doute, ou l'expert. Ils ont traversé le vestibule sans même regarder le portrait de mon mari accroché au mur. Ils ont parlé tout de suite de valeur, de marché, de belle provenance. Des mots froids sur des souvenirs chauds. Je les ai vus s'arrêter devant le grand tableau de la salle à manger, une scène de chasse peinte au Zuith, héritée de ma grand-mère. Jean a levé la main, impatient. Celui-là, on le met en vente. Ça ne sert à rien de le garder, c'est trop sombre. Trop sombre. Comme si l'histoire de ma famille devait être lumineuse pour mériter d'exister. Claire, elle, a ouvert les armoires de l'argenterie. Elle a sorti une à une les cuillères gravées, les plats lourds, les timbales offertes à mon mariage. Elle les a alignées sur la table comme on aligne des pièces à conviction. « Ça, c'est pour moi », a-t-elle dit. Jean n'aura pas tout. Jean a ri, un petit rire sec. « Tu rêves, c'est moi qui gère, c'est moi qui paye l'EHPAD. Donc c'est moi qui décide. Et voilà, la vérité. Pas maman, pas pour ton bien. Non, je paye, je décide. » Comme si ma vieillesse était un abonnement et mon amour une dette. Ils ont commencé à se disputer et plus ils se disputaient, plus ils se dévoilaient. Ils parlaient de moi à la 3e personne alors que j'étais vivante. Là, quelque part derrière un écran, mais vivante. Elle ne saura jamais, a lâché Jean. Elle confond déjà les jours. Il faut faire vite, a répondu Claire, avant que Lucie ne vienne jouer les saintes. Lucie, mon cœur a tressailli à l'entendre. Non pas parce qu'il la méprisait, mais parce qu'il la craignait. Il la craignait comme on craint un miroir. Et puis, il y a eu le geste qui m'a fait serrer les dents. Ils ont décroché le petit portrait au fusain, celui de moi, à 20 ans, dessiné par mon mari un soir d'été. Claire l'a tenu du bout des doigts comme un objet sale. Ça, c'est sentimental. Ça n'a pas de valeur. Jean a répondu, tout a une valeur. Même elle, même moi. J'ai senti une chaleur monter, une rage lente noire, mais je n'ai pas pleuré, pas encore. Je me suis contentée de regarder, d'enregistrer, de laisser la scène se dérouler jusqu'au bout. Parce que dans mon silence,
je fabriquais autre chose, une méthode, une preuve, une justice, dans la chambre impersonnelle de la résidence, avec son couvre-lit beige et son parfum de désinfectant. J'ai éteint l'écran. Je suis restée assise longtemps, les mains posées sur mes genoux, et j'ai pensé au chêne. On croit toujours que l'arbre protège, qu'il donne de l'ombre pour apaiser. On oublie qu'il peut aussi cacher une hache. Le lendemain, j'ai fait ce que font les femmes de ma génération quand elles comprennent que la tempête vient de l'intérieur. Je me suis tenue droite. J'ai coiffé mes cheveux avec soin, j'ai mis un rouge discret et j'ai demandé, d'une voix lente, qu'on m'apporte un carnet et un stylo. L'infirmière a souri avec cette compassion automatique. « Vous voulez écrire à vos enfants, Madame Françoise ?» J'ai laissé planer un petit vide, puis j'ai répondu « Je veux me souvenir ». Ils adorent ce mot, ici. Se souvenir, il les rassure. Ils ne voient pas qu'il peut aussi être une arme. Dans l'après-midi, Lucie est arrivée. Je l'ai entendue avant de la voir. Sa manière de frapper doucement, comme si elle demandait la permission au monde. Elle portait un manteau trop fin pour la saison et dans ses mains, un petit sac de toile, rien d'ostentatoire. Pas de rose de fleuriste, pas de chocolat coûteux, une soupe maison dans un bocal, une écharpe tricotée, des gestes modestes qui disent « Je suis là ». Elle s'est assise près de moi sans faire de bruit. Ses yeux ont d'abord cherché mon visage, puis comme chaque jour, elle a accepté le rôle qu'on lui imposait. « Bonjour maman, c'est Lucie, tu sais, ta petite dernière. » Je l'ai regardée comme si je la traversais. J'ai laissé mes paupières battre. J'ai pris cet air absent que Jean et Claire attendaient tant de moi. Mais à l'intérieur, je la voyais parfaitement. Je voyais même ce détail que seule une mère remarque. Ses ongles rongés, signe d'une inquiétude qu'elle ne dit jamais. Elle a parlé de choses simples, le travail, le temps, une voisine qui a adopté un chien. Elle me racontait des riens avec la délicatesse de quelqu'un qui comprend que les riens sont parfois tout ce qui reste. Puis elle a baissé la voix, comme si les murs avaient des oreilles. Jean m'a dit qu'il faisait venir des gens au château pour estimer. C'est vrai, je n'ai pas répondu. J'ai laissé mon silence jouer parce qu'il fallait que Lucie croie elle aussi à ma fragilité, non pas pour la tromper, mais pour la protéger. Dans les familles, la bonté est souvent la première qu'on utilise comme levier. Lucie a soupiré et ses mains ont serré le sac de toile. Je suis passée près de la salle des ventes hier, par hasard. Par hasard, chez Lucie, le hasard est toujours une lutte. Elle a sorti de son sac un petit objet enveloppé dans du papier brun, un couvert, une cuillère à dessert, mon monogramme, légèrement usé, encore visible. Celle que Claire avait alignée sur la table, comme une proie. Lucie a posé la cuillère dans ma paume avec une lenteur presque religieuse. Je l'ai rachetée. Je suis restée immobile. La cuillère était tiède, comme si elle avait gardé la chaleur de sa main. J'ai senti, sans le montrer, quelque chose se fendre en moi. Non pas la colère, autre chose, une émotion plus douloureuse. La preuve que ma fille cadette dépensait son maigre argent pour sauver des souvenirs que ses aînés bradaient. « Tu ne devrais pas », a-t-elle murmuré. Mais je n'ai pas supporté l'idée que ça disparaisse. « Maman, même si tu mérites de retrouver ça un jour. Tu mérites. » Comme si, à mon âge, on devait encore mériter la fidélité. À cet instant, j'ai compris ce que mes enfants aînés n'avaient jamais saisi. Le château n'est pas fait de pierre, il est fait de liens, et les liens ne se vendent pas aux enchères. Lucie a continué, hésitante. « Je viendrai demain et après-demain. Même si tu ne me reconnais pas, je viendrai quand même. » Je lui ai offert mon regard le plus vide, pour que son courage ne soit pas mis en danger par ma vérité. Mais au fond de moi, je lui ai répondu clairement, avec une voix que personne n'entendait. « Je te vois, je t'ai toujours vu. » Quand elle est partie, j'ai attendu que la porte se referme, que ses pas s'éloignent, et j'ai repris mon téléphone, celui que Maître Lefebvre m'avait donné. « Maître », ai-je soufflé, la petite est restée. Il a compris, sans que j'explique. Alors, nous allons faire en sorte qu'elle ne paie pas seule le prix de la décence. Et dans la nuit qui tombait sur Tours, j'ai regardé par la fenêtre les arbres nus du jardin de la résidence. Il n'était pas mon chêne, mais il murmurait la même chose. Parfois, l'ange n'a pas d'ailes. Il a juste des mains simples et la fidélité têtue des pauvres. Le mot viageait a une musique particulière dans la bouche des gens de ma génération.
Il sonne comme une ancienne ruse paysanne, devenue clause notariale. Un mot qu'on prononce à mi-voix, entre deux gorgées de café, parce qu'il touche à ce que la société préfère ne pas regarder en face, la vieillesse et l'argent. Maître Lefebvre est venu me voir un matin à la résidence, sous prétexte d'une visite de courtoisie. Il avait pris soin d'apporter un dossier mince, presque banal, pour ne pas attirer l'attention. Ici, tout ce qui ressemble à un dossier devient aussitôt suspect. On imagine des enfants qui surveillent, des signatures forcées, des plaintes. On ne comprend pas qu'une femme âgée peut aussi écrire sa propre stratégie. Il s'est assis en face de moi, a posé sa serviette sur ses genoux et a parlé comme on parle d'un pont à traverser. « Françoise, vous avez encore votre pleine capacité juridique. Tant qu'aucune mesure de tutelle ou de curatelle n'est prononcée, vous décidez. Mais il faut agir avant qu'il ne verrouille le dossier médical. » Je jouais la confusion devant le personnel, alors j'ai laissé mes yeux errer, j'ai remué légèrement les doigts, comme si j'avais du mal à suivre. Maître Lefebvre, lui, a adapté sa voix, plus lente, plus douce, un théâtre dans le théâtre. Vous savez, votre maison, votre château, il peut être vendu autrement. Je l'ai regardé enfin, très brièvement, juste assez pour qu'il comprenne que je n'étais pas perdue. Et il a glissé le vrai mot, celui qui fait basculer l'héritage comme on retourne une table. Viager occupé. Dans un viager occupé, on vend, mais on ne part pas. On cède la nue propriété à un acheteur, on reçoit un bouquet, une somme immédiate, puis une rente chaque mois, et on garde le droit d'usage et d'habitation jusqu'à la mort. Le toit reste au-dessus de votre tête, mais il sort déjà du futur des héritiers. C'est cela, le levier, le point d'appui. Jean et Claire, eux, voyaient le château comme une promesse d'après moi. Moi, je le voyais comme une décision pendant moi. Ils vont me détester, ai-je murmuré avec ce ton tremblant qu'on attendait de moi. Maître Lefebvre a haussé à peine les épaules. Ils vous détestent déjà, mais ils appellent ça protection. J'ai senti une froide clarté se faire dans mon ventre, cette clarté qui vient quand on n'a plus besoin d'espérer. J'ai pensé à Lucie, à sa cuillère rachetée, à ses ongles rongés, et j'ai compris que la morale, parfois, exige une mécanique. Le reste a été une chorégraphie discrète. Maître Lefebvre a contacté un notaire de confiance, pas un ami de mes enfants, pas un homme impressionnable, un professionnel sec, précis, qui ne confond pas famille et droit. Le rendez-vous a été fixé un jour où Jean et Claire étaient censés venir, mais j'avais soudain une migraine et la direction les a gentiment priés de rentrer. Ils ont obéi, agacés, persuadés que mon cerveau leur appartenait déjà. Dans un petit salon de la résidence, derrière des rideaux beiges, j'ai signé, lentement, lisiblement, à mon rythme. J'ai relu chaque ligne. J'ai posé une question sur la rente, une autre sur les charges, une troisième sur le droit d'habitation. Le notaire a noté satisfait, une femme qui comprend. Le bouquet est arrivé quelques jours plus tard sur un compte que Jean ne contrôlait pas. Une somme importante, suffisamment pour que mon cœur batte plus fort, non pas de cupidité, mais de liberté. Puis la première rente, régulière, presque insolente, comme un salaire versé par le temps lui-même. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai ouvert l'application de la banque sur ma tablette. J'ai regardé le chiffre, puis j'ai fermé les yeux. Je n'avais pas vendu des pierres. J'avais racheté ma voix. Et surtout, j'avais fait disparaître sous leurs mains avides la chose qu'ils croyaient déjà tenir, un héritage automatique. Désormais, le château appartenait à l'avenir, mais pas à leur avenir. À cet instant, j'ai imaginé Jean souriant devant un commissaire-priseur, Claire alignant l'argenterie, et j'ai pensé, avec une douceur glacée, la demande est venue de moi. Du moins, c'est ce qu'ils ont cru. Un matin de décembre, j'ai laissé tomber devant l'infirmière-chef qui adore rapporter les phrases touchantes aux familles que je rêvais de revoir le château, une dernière fois, que je voulais sentir le sapin, entendre le gravier sous les pas, m'asseoir sous le chêne comme avant. J'ai même ajouté avec ce tremblement bien placé, « Ici, je perds mes souvenirs, là-bas peut-être qu'ils reviendront ». Le genre de phrase que les enfants répètent ensuite au téléphone, la gorge serrée en se donnant le rôle des bons fils, des bonnes filles. Jean a rappelé le jour même. « Maman, si tu veux rentrer pour Noël, on va s'organiser. » Sa voix était sucrée, mais je l'entendais derrière le sucre, ce petit claquement sec de la calculatrice.
Pour eux, mon dernier Noël était une occasion. Une table dressée, oui. Mais surtout une table où faire signer ce qui résistait encore. Ils ne savaient pas, ils ne savaient rien. La veille du départ, Maître Lefebvre est passé par hasard. Il m'a simplement dit, en me serrant la main un peu plus fort, « Ne réagissez pas trop tôt. Laissez-les venir jusqu'au bout de leur logique. » La neige n'est pas tombée cette année-là, mais il y avait un givre fin sur les grilles du château, une dentelle froide qui faisait briller le fer comme un bijou de deuil. Quand la voiture a franchi l'allée, j'ai senti mon cœur se serrer. Pas de nostalgie, de lucidité. C'était chez moi, et pourtant j'y revenais comme une étrangère qu'on tolère. À l'intérieur, tout avait changé subtilement. Les fauteuils avaient été déplacés. Certains tableaux, ceux que Jean trouvait trop sombres, avaient disparu des murs. Et dans le salon, près de la cheminée, un grand sapin scintillait d'une lumière trop blanche, trop neuve, comme une vitrine. Claire m'a embrassée en me tenant les épaules, comme on tient quelqu'un qui pourrait tomber. « Oh maman, on a tout préparé pour toi. » Jean, lui, m'a montré un verre de champagne. À notre famille et à l'avenir. Avenir. Toujours ce mot, chez lui, comme une propriété. Je me suis assise très lentement. J'ai laissé mes mains trembler juste assez. J'ai fixé la flamme des bougies. J'ai respiré l'odeur du bois et dessous, l'odeur plus acide d'une maison qu'on a déjà commencé à vider intérieurement. Le repas a été somptueux. Trop somptueux pour être innocent. Foie gras, truffes, une volaille farcie et des sourires qui claquaient comme des serviettes pliées. Lucie est arrivée en retard, essoufflée, son manteau humide. Elle s'est excusée 1000 fois. Jean a levé les yeux au ciel. Claire a fait semblant de ne pas voir. Au dessert, Jean a posé sa serviette. Et son ton a changé. Un ton de discours, de chef de famille. « Maman, on sait que c'est une période difficile, mais il faut penser à simplifier les choses. Pour toi, pour nous. » Maître Béraud a préparé quelques documents. Et là, comme prévu, une enveloppe est apparue, glissée sur la table, entre les coupes et les bougies. Le geste était élégant, la manipulation l'était moins. Claire a ajouté doucement, juste des autorisations, pour qu'on puisse gérer sans te fatiguer. Tu n'auras rien à faire, maman, juste signer. Je me suis penchée sur l'enveloppe. J'ai plissé les yeux comme une vieille femme perdue. J'ai sorti un stylo et j'ai hésité, longtemps. Ils retenaient leur souffle. Je sentais leur impatience vibrer sous la nappe. Lucie, à côté de moi, a murmuré « Maman, si tu veux, on peut lire. » Jean l'a coupé. Ça ne sert à rien. Elle ne comprend plus ces détails. Je l'ai regardée et j'ai failli vraiment à cet instant faire tomber le masque. Mais je me suis retenue. Parce que la vraie scène n'était pas encore arrivée. J'ai souri, un sourire flou, puis j'ai reposé le stylo. Demain, ai-je soufflé. Je suis fatiguée. Demain, Jean a serré la mâchoire. Claire a eu un rire nerveux. Ils ont accepté parce qu'ils se croyaient encore en contrôle. La nuit, dans ma chambre au premier étage, j'ai écouté le château respirer. Au dehors, le chêne se découpait dans l'obscurité, immense, immobile, comme s'il gardait pour moi le secret le plus dur. La maison peut survivre à la famille, mais la famille, elle, ne survit pas toujours à l'argent. Continuez, prenez vos mesures. Moi, j'ai déjà déplacé le sol sous vos pieds. Le matin de Noël, le château avait ce silence particulier des grandes maisons. Un silence qui n'est pas la paix, mais l'attente. Dans la cuisine, on entendait les casseroles, les pas rapides, des odeurs de café et d'agrumes, et au-dessus, dans les étages, les portes s'ouvraient et se fermaient comme des paupières. Je suis descendue lentement, appuyée sur la rampe, avec cette hésitation étudiée qui rassurait Jean. J'avais enfilé une robe sombre, simple, rien de ces tenues de fête qui appellent les compliments. Je voulais qu'il me voie fragile, pour qu'il se sente fort. À 11h, Claire a insisté pour qu'on refasse un point dans le petit salon, celui où mon mari lisait Le Monde en fumant sa pipe. Elle avait posé l'enveloppe sur la table basse, à côté d'une boîte de biscuits. La mise en scène était parfaite, la douceur et la morsure. « Maman, on ne va pas te déranger longtemps, promis. » Jean s'est assis face à moi, jambes croisées, comme dans une réunion. Je connais cette posture, celle de celui qui pense déjà avoir gagné. Lucie était là aussi, un peu en retrait, comme si on l'avait invitée par politesse. Je me suis penchée sur les documents, j'ai fait mine de lire. Et puis j'ai levé les yeux, soudain, vers Jean. « Jean, tu es venu mardi, n'est-ce pas ?»
Il a cligné des paupières, surpris. Oui, pourquoi? Je me suis tournée vers Claire. Et toi, Claire, tu as parlé de simplifier, de protection et de comment disiez-vous? Le mot est tombé très doucement, comme un verre qu'on pose sans bruit, et pourtant j'ai vu leur visage changer. Ils ont échangé ce regard rapide, celui des conspirateurs qui se demandent si la porte est restée ouverte. J'ai continué avec la même lenteur, comme si je cherchais mes mots, mais mes phrases, elles, étaient trop précises pour être celles d'une femme perdue. Je me souviens aussi du jour où vous avez fait venir des gens au château, un homme en manteau gris, une femme au chignon serré. Elle a regardé le tableau de chasse. Elle a dit « Belle provenance ». Jean a répondu « On le met en vente ». Jean a pâli. Claire a serré les lèvres. « Maman, tu rêves », a soufflé Claire d'une voix qui tremblait. J'ai laissé un silence, puis j'ai repris, et cette fois, ma voix a pris cette netteté que je n'avais plus montrée depuis des mois. « Non, je ne rêve pas. Je vous ai vu décrocher le portrait que votre père avait dessiné de moi. Je vous ai entendu dire « Elle ne saura jamais ». Elle confond déjà les jours. Je vous ai entendu aussi parler de Lucie avant qu'elle ne vienne jouer les saintes. Lucie a sursauté, comme si on venait de lui verser de l'eau froide sur le cœur. Ses yeux se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré. Elle a simplement regardé Jean et Claire, et c'est ce regard-là, je crois, qui les a le plus blessés. Non pas un reproche, mais une découverte. Jean a essayé de reprendre le contrôle. Il s'est levé, a ri trop fort. C'est ridicule, on voulait juste t'aider. Tu interprètes. Je l'ai coupé d'un geste minuscule, presque élégant. Un mouvement de doigt, comme on interrompt un serveur avant qu'il ne renverse le vin. Vous vouliez m'aider, en me déclarant incapable, en vendant mes souvenirs pendant que j'étais vivante? Jean, tu as dit, je paye l'EHPAD, donc je décide. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Parce qu'il savait. Il savait que ces mots existaient. Et quand les mots existent, on ne peut plus les nier. Claire s'est tournée vers Lucie, agressive. « C'est toi qui lui as monté la tête. Tu lui racontes des choses ?» Lucie a secoué la tête, doucement. « Je n'ai rien inventé. Je n'ai même rien su. Vous n'avez pas eu besoin de moi pour être ce que vous êtes. » Dans la cheminée, une bûche s'est effondrée d'un coup et l'étincelle a jailli, brève, comme un avertissement. Je me suis redressée. Pour la première fois, je ne jouais plus. Je n'étais plus la mère qu'on guide, mais la femme qui juge. Je vais vous dire ce qui est le plus étrange, ai-je soufflé. Ce n'est pas votre avidité. L'avidité, je l'ai vue chez des inconnus. Non, ce qui me glace, c'est votre certitude d'être dans votre droit, parce que vous êtes mes enfants. Jean a murmuré, presque malgré lui. Mais tu étais perdue, maman. J'ai souri sans joie. Non, Jean, j'étais attentive. Et dans ce salon où tant de Noël avaient ri, j'ai senti que quelque chose se terminait pour toujours. L'enfance de mes enfants. Leur droit à l'innocence. La révélation n'était plus un secret. C'était une sentence en train de se lever. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas eu besoin. Dans les grandes maisons, on apprend très tôt que la vraie autorité n'est pas un cri, c'est un silence qui oblige les autres à se taire. Je me suis levée lentement. J'ai traversé le salon jusqu'au buffet en noyer, celui qui garde les nappes de fête et les lettres anciennes. Jean me suivait du regard, nerveux, prêt à intervenir comme on retient une vieille femme qui dérape. Claire avait les mains jointes, blanches. Lucie, elle, ne bougeait pas. Elle avait cette immobilité des gens qui ont trop longtemps accepté et qui commencent à comprendre qu'ils ont le droit d'être debout. J'ai ouvert un tiroir. J'en ai sorti une chemise cartonnée, épaisse, propre, étiquetée d'une écriture régulière. Dossier. Jean a esquissé un rire. « Qu'est-ce que c'est encore, maman? Tes papiers. Tu sais bien que... » Je me suis retournée vers lui. Mon regard l'a arrêté net. « Je sais très bien, Jean. » J'ai posé la chemise sur la table basse, à côté de l'enveloppe qu'il voulait me faire signer. Le contraste était presque comique. Leur papier fragile et mon dossier lourd. J'ai ouvert la chemise. Maître Lefebvre avait tout ordonné avec une rigueur chirurgicale. Copie, date, accusé de réception, attestation. Je me suis appliquée à parler calmement, comme si j'expliquais une recette. Parce que je savais que la violence, chez nous, naît souvent du ton. D'abord, le château. Claire a penché la tête, méfiante. Le château, c'est notre héritage. Non, ai-je corrigé doucement. C'était votre héritage, dans votre imagination.
J'ai sorti un document, l'ai posé devant eux et j'ai énoncé le mot comme on prononce une décimis. Contrat de viager occupé. Jean a froncé les sourcils. Il a attrapé la page, l'a parcouru trop vite, comme un homme qui lit à la recherche d'une faille. Ce n'est pas possible. Tu n'avais pas le droit, J'étais parfaitement capable, a dit Maître Lefebvre depuis le seuil. Il était là, il avait attendu le bon moment. Son manteau sombre, son visage fermé, une présence qui, soudain, rendait le salon plus petit. Jean et Claire se sont figés. Dans une famille, l'avocat est toujours la preuve que l'amour n'a pas suffi. Maître Lefebvre s'est avancé, sans saluer longuement, et a simplement ajouté « Tant qu'aucune mesure de protection juridique n'est prononcée, Madame Françoise dispose librement de ses biens. » Et ce contrat a été signé devant notaire avec vérification de sa compréhension. Claire a balbutié « Mais on allait demander la tutelle. Vous n'avez rien obtenu, a-t-il coupé, et vous n'obtiendrez rien sur ce point sans éléments sérieux. Or, vos éléments sont surtout des intentions. Je les ai regardés l'un après l'autre et j'ai poursuivi. Le château n'est donc plus un gâteau à partager, il appartient désormais juridiquement à l'acquéreur. Moi, j'y garde mon droit d'usage et d'habitation jusqu'à ma mort. C'est écrit, daté, enregistré. Jean a posé le document comme s'il brûlait. Tu nous as trahis. J'ai eu un petit sourire presque triste. On ne trahit pas des voleurs, Jean, on se protège. Puis j'ai tourné une seconde page. Ensuite, l'argent. J'ai sorti un relevé, une attestation. Maître Lefebvre a laissé son doigt glisser sur une ligne pour appuyer ce que je disais. Le bouquet de viager et une partie de mes liquidités ont été placés sur une assurance vie. Le mot a claqué dans l'air comme un couvercle. Claire a blêmi davantage. Une assurance vie, mais ça ne fait pas partie de la succession. Exactement, ai-je répondu. C'est bien pour cela que je l'ai fait. Je n'ai pas cherché l'humiliation. Je n'ai pas dit « je vous ai devancé ». Je n'ai pas dit « vous n'aurez rien ». J'ai dit la vérité, avec la douceur froide des femmes qui ont trop longtemps été polies. Le bénéficiaire principal, c'est Lucie. Lucie a porté une main à sa bouche. Elle a secoué la tête comme si elle refusait une chose trop grande pour elle. « Maman, non, tu… » Je l'ai interrompue d'un regard tendre, enfin. « Tu as déjà payé, ma chérie, avec ton cœur. Moi, je ne fais que rétablir l'équilibre. » Jean a explosé. « C'est injuste, on est tes enfants. » Je l'ai laissé finir, puis j'ai posé la dernière pièce du dossier, un document de donation à une association d'aide aux personnes âgées isolées. Une part de l'assurance vie y était aussi destinée. « Oui, vous êtes mes enfants, ai-je dit. Et c'est précisément pour cela que je refuse de vous laisser croire qu'on peut piétiner sa mère sans conséquence. » Dans la cheminée, le feu a crépité, tranquille, comme s'il approuvait. Maître Lefebvre a refermé doucement la chemise. Et dans ce geste simple, j'ai senti quelque chose basculer. Je n'étais plus sur la défensive. Je n'étais plus une vieille femme à protéger. J'étais la propriétaire de ma fin et la juge de leur début. Jean s'est levé d'un bond, comme si la pièce venait de rétrécir autour de lui. Il a fait quelques pas, puis s'est arrêté devant la fenêtre, le dos raide, les mains crispées sur le rebord. Dehors, le parc semblait trop calme pour contenir ce qui se passait ici. Le chêne immense, noir sur le ciel pâle, donnait l'impression de regarder la scène avec la patience des choses qui durent. Claire, elle, a pris la chemise cartonnée entre ses doigts, puis l'a reposée aussitôt, comme si le papier pouvait la salir. Son visage oscillait entre l'indignation et une peur plus intime, la peur d'avoir été démasquée sans échappatoire. « Tu nous punis », a-t-elle soufflé, d'une voix presque enfantine. « Tu fais ça pour nous humilier. » Je l'ai regardé longtemps. Il y a, chez certains adultes, une façon de redevenir enfant dès qu'ils sont coincés. Ils appellent punition, ce qui s'appelle conséquence. Non, Claire, je fais ça pour ne pas me trahir moi-même. Maître Lefebvre n'a pas bougé. Il se contentait d'être là, comme une horloge. Une présence qui empêche les gens de réécrire la réalité. Jean s'est retourné d'un coup. Et la réserve héréditaire, tu ne peux pas nous déshériter complètement. La loi, voilà. Enfin, la vérité mise à nu, pas un mot sur l'amour, sur la honte, sur la douleur. Non, la loi. L'arme de ceux qui ont déjà calculé leur part. Je me suis rassise très calmement et j'ai répondu comme on répond à un notaire. Je ne vous déshérite pas, je n'en ai pas besoin. La loi prévoit effectivement une part réservée aux enfants. La réserve héréditaire, vous l'aurez.
quand je serai morte. Je ne peux pas l'effacer d'un trait de plume. Jean a ouvert la bouche, soulagé une fraction de seconde. Puis j'ai ajouté doucement. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la réserve porte sur ce qui restera dans ma succession. Et vous avez passé des mois à agir comme si tout m'appartenait déjà, comme si j'étais déjà absente. Eh bien, j'ai simplement déplacé ce qui pouvait l'être. Le château n'y sera plus. Une grande partie des liquidités non plus. Claire a murmuré incrédule. Donc, il ne restera presque rien. Je n'ai pas savouré leur panique. Je les regardais comme on regarde un paysage qu'on a trop aimé et qui brûle. Il restera ce que vous avez mérité par vos gestes. Des chiffres, des miettes et le souvenir exact de ce que vous avez choisi d'être. Lucie a pris la parole pour la première fois avec une vraie fermeté. Arrêtez. Vous l'avez traitée comme si elle n'était déjà plus là. Vous avez parlé d'elle comme d'un objet. Jean a pivoté vers elle, furieux. Ne fais pas la sainte. Tu profites toi aussi. Lucie a pâli, mais n'a pas reculé. J'ai racheté une cuillère aux enchères avec mon salaire. Voilà tout ce que j'ai profité. Le silence qui a suivi a eu quelque chose de cruel, parce qu'il révélait une évidence. La seule qui avait réellement payé jusque-là, c'était elle. Je me suis levée à nouveau. Pas pour les chasser, pas encore. Il y a une élégance française que j'ai toujours respectée. On ne fait pas de scène, même quand on a le cœur en lambeaux. On garde la tenue pour ne pas offrir à l'autre la joie de vous voir tomber. Je suis allée vers la porte du salon. J'ai posé ma main sur la poignée et j'ai parlé sans trembler. Vous resterez ce soir. Noël n'est pas un tribunal où l'on expulse à la première faute. Nous allons dîner, nous allons garder les apparences, parce que c'est ainsi que j'ai été élevée. Mais après le dessert, vous montrez prendre vos affaires. Jean a voulu protester. Tu ne peux pas. Maître Lefebvre a simplement levé une main, très légèrement. Madame Françoise est chez elle, et vous êtes des invités. Ce mot « invité » les a frappés comme une gifle. Dans leur esprit, ils étaient déjà propriétaires. Et soudain, ils redevenaient ce qu'ils avaient oublié d'être, des enfants tolérés chez leur mère vivante. Je me suis tournée vers eux une dernière fois, sans dureté, presque avec tristesse. Avant l'aube, vous aurez quitté le château. Vous partirez par l'allée, celle où vous êtes arrivé petit, en courant. Aujourd'hui, vous la reprendrez autrement, en marchant. Et en comprenant peut-être que l'on ne gagne jamais rien à voler l'âme d'une maison. Puis j'ai ouvert la porte, et l'air du couloir, plus froid, plus ancien, m'a enveloppé comme un manteau. J'ai entendu, derrière moi, leur respiration détraquée, et j'ai su que la punition la plus humaine n'était pas l'exclusion. C'était de les laisser goûter, une nuit entière, à la ruine exacte de leur propre tendresse. Le dernier dîner a eu lieu comme dans ces films où l'on entend plus fort les couverts que les voix. On avait dressé la table avec la nappe brodée, celle des grandes occasions, et pourtant, tout semblait faux. Les bougies vacillaient comme si elles hésitaient à éclairer des visages si fermés. Le vin restait intact dans les verres, et la dinde tranchée avait l'air d'un sacrifice inutile. Jean mâchait sans goûter. Claire souriait par réflexe, un sourire qui se cassait dès qu'il rencontrait le mien. Lucie, elle, ne touchait presque à rien. Elle regardait parfois mes mains, comme si elle avait peur que je disparaisse dès qu'elle détournerait les yeux. Moi, je gardais la tenue. Je parlais du temps, des routes gelées, d'un souvenir de Noël ancien, pas pour sauver la soirée, non, mais pour me sauver moi-même. Il y a une dignité à ne pas transformer sa douleur en spectacle. Je ne voulais pas qu'il puisse dire, plus tard, elle a perdu la tête. Je voulais qu'ils se souviennent au contraire de ceci. J'ai été calme et c'est eux qui ont tremblé. Après le dessert, j'ai posé ma serviette sur mes genoux, j'ai attendu que la pendule du salon sonne 11 heures, puis je me suis levée. Aucun mot inutile. Je monte me reposer, ai-je dit. Lucie, tu peux rester un moment. Jean, Claire, bonne nuit. Leurs yeux se sont accrochés aux miens. Ils ont compris que le délai était terminé. Jean s'est levé brusquement, la chaise a grincé, une maladresse qui trahissait sa colère. « Très bien, a-t-il craché, on partira. Mais tu le regretteras, maman. » Je n'ai pas répondu. Les menaces des enfants ressemblent souvent aux pleurs des bébés. Elles veulent faire croire qu'on a encore du pouvoir quand on en a déjà perdu l'essentiel. Je suis montée à l'étage. Dans ma chambre, j'ai fermé la porte
et je me suis enfin autorisé une respiration longue, presque un sanglot. Mais je l'ai retenu. J'ai regardé le miroir au-dessus de la commode. Une vieille femme, oui, mais droite. Une femme qui avait traversé un mariage, un deuil, des années de solitude et qui refusait de finir comme un dossier. Vers 4 heures du matin, j'ai entendu les pas des valises sur le parquet, une porte qui claque trop fort, un murmure de dispute dans le vestibule, puis le silence. Je me suis levée. Je n'ai pas allumé la lumière. J'ai traversé le couloir dans la pénombre et je suis descendue doucement jusqu'au grand salon. La cheminée avait gardé une braise rouge, un cœur minuscule dans la cendre. J'ai ajouté une bûche, le feu a repris, lentement, comme la vie quand on la respecte. Lucie était là, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, son manteau sur les épaules. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient gonflés, mais elle ne pleurait pas. Elle m'a regardée comme on regarde quelqu'un qu'on aime et qu'on craint de perdre. Je me suis assise en face d'elle et pour la première fois depuis des mois, je n'ai plus joué. « Ils sont partis ?» ai-je demandé. Lucie a hoché la tête. « Avant l'aube, comme tu avais dit. » Nous sommes restées silencieuses, puis elle a sorti de son sac un petit album photo, celui que je croyais perdu. La couverture sentait encore un peu la poussière du grenier. « Je l'ai trouvé », a-t-elle soufflé. Et j'ai récupéré d'autres choses aussi, petit à petit, comme on recoud un tissu. J'ai ouvert l'album, des visages, des étés, mon mari jeune, riant sous le chêne, Jean enfant, les genoux sales, Claire adolescente, insolente et belle, Lucie petite, collée à ma jupe. Je les ai regardés longtemps et j'ai senti une paix étrange me traverser. Pas une paix heureuse, une paix vraie. Celle qu'on obtient quand on cesse d'attendre des autres ce qu'ils ne donneront pas. J'ai pris la main de Lucie. Sa peau était froide. « Tu sais, je murmurais, je n'ai pas seulement protégé des biens, j'ai protégé la seule chose qui mérite d'être transmise, la bonté, la décence, le respect des vivants. » Lucie a fermé les yeux, comme si ces mots la soulageaient enfin d'un poids trop grand. Dehors, le ciel commençait à pâlir. On distinguait déjà la silhouette du chêne, immense, tranquille, et j'ai compris, avec une douceur presque tendre, que l'ombre n'était pas toujours une menace. Parfois, l'ombre d'un vieux chêne, c'est simplement un abri, un endroit où l'on peut finir debout, sans haine, mais sans naïveté. Et dans le silence retrouvé de la maison, j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, ma dignité revenir s'asseoir à ma table. Avec le recul, je comprends que cette histoire n'est pas seulement celle d'une mère et de ses enfants. C'est l'histoire d'un âge de la vie que notre société préfère ne pas regarder en face. Quand on vieillit, on ne perd pas seulement de la force physique. On devient aussi un territoire que d'autres pensent pouvoir administrer à votre place. Ce que j'ai appris, sous l'ombre de ce vieux chêne, c'est que la vieillesse n'excuse pas la dépossession. Être fragile ne signifie pas être muet. Aimer ses enfants ne signifie pas leur céder son existence avant l'heure. La loi, souvent perçue comme froide, peut devenir une alliée précieuse quand la tendresse est trahie. Encore faut-il oser s'en servir, sans honte. J'ai appris aussi que la loyauté ne fait pas de bruit. Elle ne menace pas. Elle ne réclame pas. Elle agit dans l'ombre, comme Lucie, avec des gestes modestes, mais irrévocables. La vraie héritière n'est pas toujours celle qui crie le plus fort. C'est celle qui reste quand il n'y a plus rien à prendre. Enfin, j'ai compris ceci. Protéger ses biens, ce n'est pas être avare. C'est parfois la seule manière de protéger ses valeurs. Car ce que l'on transmet n'est pas seulement une maison, de l'argent ou des objets, mais une certaine idée de la dignité humaine. Et cette dignité commence par le respect des vivants. Alors je vous pose la question, à vous qui m'avez écouté jusqu'au bout. À partir de quel moment l'aide devient-elle une prise de pouvoir? Avez-vous déjà senti que l'on décidait pour votre bien sans vraiment vous écouter? Et si vous aviez à transmettre une seule chose à ceux qui vous suivent, serait-ce un bien matériel ou une valeur? Si cette histoire résonne en vous, si elle touche un souvenir, une inquiétude ou une blessure encore ouverte, je vous invite à la partager. Racontez votre expérience, celle d'un parent âgé, la vôtre, une décision difficile, une trahison silencieuse ou au contraire un geste de fidélité qui vous a sauvé. Écrivez-nous, parlez, témoignez, parce que derrière chaque maison, chaque héritage, chaque famille, il y a une vérité qui mérite d'être dite.
Et parfois, il suffit qu'une seule personne ose parler pour que l'ombre devienne enfin un refuge. The beginning of the year is very slow. And that's okay. But it can feel like every single day just drags on. That's okay. And right now, we're going to slow down your time even more. You're gonna take this time to relax, to calm down, and just focus on me and my voice, and let everything else just float away in your brain. Okay, so you can either close your eyes and listen. It's gonna tap your ears. You can close your eyes and listen. You can close your eyes and let my voice fade into the background if you prefer. Or if you're not ready for sleep, you can just watch me and listen and just relax. You don't need to focus on anything else but this video, or sleep, or relaxing. Okay. So I want you to take some deep breaths with me, okay? Just in and out. Just in and out. And I know that some people don't like the whole manual breathing thing, but it calms you. It's gonna let you focus on something else other than your thoughts. So just breathe in and out. Okay, good. So, I want you to get yourself as comfortable as possible. What I personally do, if you need some inspiration, I have not one, but two fuzzy blankets that I sleep with every single night. I prop myself up with like